Bonjour à tous et merci d'être fidèles au grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos. Bonjour Louis Alliot. Bonjour. Et merci d'être là ce dimanche. Vous êtes le maire RN de Perpignan, mais c'est un peu court pour vous présenter, Louis Alliot. Vous êtes surtout une figure historique du Front National devenu Rassemblement National. Vous êtes d'ailleurs de ceux qui ont participé à ce qu'on a appelé la dédiabolisation du parti aux côtés de Marine Le Pen. Vous êtes un mariniste de départ. Vous aviez affronté Jordan Bardella lors de l'élection du RN il y a 4 ans. Et aujourd'hui, comme tous les membres du parti, vous vous retrouvez face à un dilemme. Quel candidat pour 2027 ? Une décision judiciaire le déterminera le 7 juillet prochain. Et dans les deux cas, il faut noter que le candidat RN est loin devant tous les autres dans les sondages, les intentions de vote pour le premier tour. Ces éléments de contexte sont importants pour commenter l'actualité de ce dimanche. Nous célébrons en Normandie, vous l'aurez remarqué, comme chaque année, ce week-end, l'anniversaire du débarquement. Et parfois, on se demande si on n'a pas besoin d'un débarquement aujourd'hui à tout point de vue pour sauver la France en 2026. Tandis qu'à l'autre bout de la France, dans le Gers, que vous connaissez bien, une marche blanche a lieu pour Liana, dont le corps a été retrouvé et authentifié avec à la clé des failles judiciaires énormes et incompréhensibles que même le ministre de la Justice reconnaît. Pour vous interroger sur le régalien, l'économie, la vie des Français, Stéphane Dupont des Échos. Bonjour Stéphane. Bonjour. Et Mathieu Bocoté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Mais commençons ce grand rendez-vous par une disparition. Franz-Olivier Gisbert, dans un livre, disait que Bernadette pour Jacques Chirac, c'était son point fixe, à l'instar de Joséphine pour l'empereur Napoléon. Bernadette Chirac est morte à l'âge de 93 ans. Elle s'était retirée voilà bien longtemps de la vie publique. Elle demeure un personnage truculent de la vie politique française. Que retenez-vous de cette grande dame, Louis Alliot ? Écoutez, je retiendrai qu'elle était une élue locale, d'abord, enracinée dans son terroir, et qu'elle est, grâce à ça, elle a souvent dit des choses au président Chirac qu'il aurait dû l'écouter, un certain nombre. Je pense à la dissolution, par exemple, en 97, qui était due à M. Villepin, hein. Je pense qu'il aurait dû écouter, pour le coup, Mme Chirac, et puis d'autres choses comme celle-là, comme l'arrivée d'ailleurs de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour en 2002, où elle avait prédit que Jean-Marie Le Pen serait au deuxième tour. Évidemment, personne ne l'écoutait, personne ne l'entendait. Pourtant, celles et ceux qui sont sur le terrain, même à l'époque, je m'en souviens, on voyait bien que ça relevait de la possibilité, mais il y a un système politique très parisien qui n'écoute pas beaucoup ce que veulent les élus de province. Et Madame Chirac et son mari ne vous ont pas beaucoup ménagé, vous, non, Front National et Jean-Marie Le Pen. Vous avez vu des affrontements des fois très durs. Aujourd'hui, c'est du passé, c'est une vieille histoire. Écoutez, je crois que moi, je m'incline devant, évidemment, la mort de Madame Chirac. Mais après, on pourrait faire le droit d'inventaire sur la politique de Jacques Chirac. Et là, je serais évidemment beaucoup plus sévère. Mais cela dit, je reviens quand même au jeu politique. On présente quelquefois le RN d'aujourd'hui comme l'héritier du RPR d'hier. Donc le RPR qui était le parti de Chirac. Est-ce que ça vous dit quelque chose Est-ce que d'une certaine manière, il y a un peu de vérité pour vous là-dedans? Êtes-vous l'héritier sans le savoir? On disait même de Jordan Bardella, je ne sais plus quel responsable politique, disait qu'il lui voyait du Chirac. Alors c'est un peu vrai, mais c'était le RPR sans Chirac finalement. Parce que dans le RPR, il y avait plusieurs familles. Et c'est vrai qu'une partie des RPR voulait dès l'origine une alliance avec le Front National de l'époque. Et d'ailleurs, ça a été vrai à Dreux, à l'élection municipale, où Jean-Pierre Stirbois avait bâti un accord avec le RPR. Et à ce moment-là, personne n'avait trop rien dit. Et c'est après que les choses se sont envenimées, sous, il faut bien le dire, la volonté de Jacques Chirac de nous écarter de tout, du système démocratique, en quelque sorte. Il y a Jean-Claude Gaudin aussi, qui à Marseille avait bénéficié du voix du RN en 84. Alors il y a plus que Jean-Claude Gaudin, parce que Gaudin était UDF. Ouais. Donc à l'UDF, il y avait aussi une tendance qui était favorable au rapprochement avec nous. Et là, vous avez Alain Griotteret, qui a été un résistant de la première heure et qui souhaitait des accords avec le Rassemblement. Donc il y avait une forme d'union des droites qui aujourd'hui est difficile à rebâtir. Mais d'ailleurs, je crois que c'est Jacques Chirac qui a empêché cette union des droites pendant très longtemps. Quand je dis Jacques Chirac, c'est Alain Juppé, c'est tous ces gens-là. Hein, c'est pas que vous Chirac diriez que c'est lui qui est à l'origine de ce qu'on appelle aujourd'hui l'arc républicain? C'est lui qui est à l'origine du fameux cordon sanitaire. C'est ça. Quand on a mis au banc de la démocratie 14% des voix à l'époque. Ce qui a pénalisé la droite pendant 30 ans. Parce qu'après 84 et les premiers déboires de M. Mitterrand à la présidence, si la droite joue le jeu en 86 d'une alliance avec le Front National, d'abord, je pense que le Front National peut-être aurait disparu, un peu comme le Parti communiste avec le Parti socialiste, et ensuite, la gauche ne serait jamais revenue au pouvoir.
et on aurait pu appliquer le code de la nationalité, une politique d'immigration plus ferme, etc., etc. Mais c'est la droite, en fait, qui a passé un accord avec la gauche en empêchant une partie du peuple français de s'exprimer, notamment sur la question migratoire. Ça va changer, ça, ou vous pensez que c'est toujours le cas avec LR aujourd'hui? Mais le peuple veut que ça change. Moi, je me préoccupe plus des histoires d'appareils. Je regarde ce que dit M. Retailleau, M. Bertrand, etc. Mais en fait, les gens sur le terrain, excusez-moi du terme, ça moque. Les gens, ils veulent une autre politique, ils veulent une alternative, ils veulent, on disait tout à l'heure, un débarquement de cette classe politique. Donc le débarquement, il se fera par de nouveaux politiques à la tête de l'État. Et très certainement, la vieille classe politique que représentent aujourd'hui les hiérarques des LR n'y seront pas, tout simplement. Alors ce dimanche a lieu une marche blanche pour Liana. Jérôme Barella, 41 ans, père de famille lui-même, est le principal suspect dans la séquestration et le meurtre de cette petite fille. S'il est présumé innocent, il est visé par 6 incriminations depuis 2017, 2 affaires classées sans suite, une toujours en cours qui dure depuis bien longtemps, la plainte datant de l'été dernier. Qu'est-ce qu'elle dit, cette affaire, pour vous, Louis Alliot? Elle dit qu'il y a au sommet de l'État un dysfonctionnement majeur qui touche la justice, mais là où je ne suis pas d'accord avec un certain nombre de choses que j'ai entendues, qui touche la politique. Car les dysfonctionnements judiciaires aujourd'hui sont le résultat de prises de décision politiques. Si un certain nombre de procureurs en France, ou de services de gendarmerie ou de police, orientent leurs enquêtes vers des sujets bien précis, c'est que la plupart du temps, ils ont reçu une feuille de route du ministre de la Justice. Le ministre de la Justice a dit qu'il fallait prioriser les enfants, surtout la protection des enfants. Oui, depuis qu'il est arrivé à la chancellerie. Et qu'il a envoyé plein de circulaires et qui n'ont pas été suivis. Donc il faudrait s'intéresser à ce qu'ont fait les autres ministres de la Justice jusque-là, et de savoir ce qu'ils ont priorisé. Parce que c'est sûr que quand ils envoient leurs priorités, si dans la priorité il y a un catalogue de 20 priorités, c'est comme s'il n'y avait aucune priorité. Mais est-ce que ces priorités sont automatiquement entendues, Louis Alliot? J'espère que oui. Sauf que, c'est la question. Non, mais il peut arriver qu'il y ait une faute professionnelle. Les magistrats n'échappent pas à des décisions d'erreur judiciaire ou de manquement judiciaire. Et là, on en est très certainement devant une. Mais il n'en demeure pas moins que partout. Si on veut savoir, c'est simple, demandons au ministre de la Justice combien d'affaires de viols qui touchent les enfants sont en ce moment même dans les tiroirs des enquêteurs et du système judiciaire. Il l'a dit l'autre jour, 1%. Mais on cherche à comprendre quelque chose. J'ai l'impression, vous me corrigerez peut-être, que l'État, au sens large, est particulièrement efficace quand vient le temps, par exemple, de cibler tel agriculteur, telle organisation d'une conférence où le propos serait apparemment scandaleux. Mais quand vient le temps d'avoir des actions comme des sujets comme celui-là, l'État est plus lent, plus procédurier, plus, je dirais pas paresseux, mais plus maladroit. Comprenez-vous ce paradoxe? Non, mais voilà, mais pour le coup, la coordination rurale était beaucoup plus dans le viseur de la justice dans ce département et dans les départements voisins que ne l'était manifestement une affaire aussi grave que celle qui a eu lieu. La justice devant la coordination rurale, soudainement. Oui, très efficace, très rapide quelquefois, les condamnations tombent. Mais vous savez, moi, tous les jours à Perpignan et dans mon département, je vois des faits graves de gens qui sont pris pour violence, pour des squats, pour du narcotrafic, etc., et qui sont systématiquement remis en liberté, malgré la sévérité du parquet, tout simplement parce que le système judiciaire, je vous le dis franchement, n'a pas les moyens d'assumer le degré de violence qui s'exerce dans notre pays. Ouais. Ils sont noyés, et ils sont noyés sur tous les sujets. Et malheureusement, dans tous ces sujets, eh bien, il y a ces sujets dramatiques. Est-ce qu'il faut sanctionner les magistrats? Et d'ailleurs, Bruno Retailleau propose une cour disciplinaire de la magistrature. Oui, mais dès qu'il y a un problème, on va créer une cour. Voilà. Je pense qu'effectivement, s'il y a un manquement, elle sera sanctionnée par son ministre ou par son syndicat. Vous voulez dire qu'il n'y a pas besoin de cour parce qu'il y a un ministre, c'est ça? Mais le ministre ne donne que des recommandations au Conseil de la magistrature. Si à chaque fois qu'il y a un problème, on crée des cours spéciales pour juger, ça crée... on a bien créé un parquet national antiterroriste qui porte ses fruits. Moi, j'aimerais surtout
que les politiques qui arrivent aux responsabilités dans les ministères s'occupent des choses réellement et les fassent appliquer. Et que s'ils sont incapables de les faire appliquer, c'est valable pour la justice, c'est valable pour l'intérieur ou le reste, ils en démissionnent pour laisser la place à d'autres. C'est la seule chose que les Français attendent. Oui, Alliot, vous dites qu'il y a un problème de moyens. Président Macron, vendredi, dit non, dans l'affaire Liana, c'est pas un problème de moyens, c'est un problème de dysfonctionnement. Alors, est-ce qu'il y a un problème de moyens ou pas de la justice? Et s'il y a un problème de moyens, où est-ce qu'on trouve l'argent? Ben, il y a les deux. Il y a un problème de justice et un problème de moyens. Tous les magistrats vous le diront. Et encore, ils ont beaucoup rattrapé, pour être tout à fait honnête. Et il y a eu beaucoup de postes de créés dans la magistrature. Mais il n'en demeure pas moins que le niveau de violence dans notre pays est tel que finalement, on ne peut pas absorber toutes ces affaires-là. Et c'est bien le problème que nous avons. Donc, on est en faillite au niveau de l'État, un endettement colossal. Et nous avons des problèmes d'insécurité majeurs, nous avons des problèmes de justice majeurs, et nous avons des problèmes dans notre pays sur tous les sujets qui dépassent l'entendement. Il n'y a qu'une solution à ça, c'est mettre ces gens-là dehors. Et quant à M. Macron, lui, quand il parle... Vous êtes un affairiste ? Plus personne n'écoute M. Macron. Il faut tout simplement renverser la table et remettre le système sur, j'allais dire, un ordre républicain un peu rigide, et je pense que nous y arriverons. Mais encore faut-il que le peuple ait le courage de voter pour les gens qui veulent renverser la table. On va en parler dans un instant. Suite du grand rendez-vous avec Louis Alliot sur CNews et sur Europe 1. On parlait de la magistrature, des magistrats. Louis Alliot, juste avant la publicité, vous nous disiez qu'il fallait renverser la table. Et à ce propos, Stéphane Dupont. Vous disiez tout à l'heure que c'était un problème politique. C'est pas qu'un dysfonctionnement de la justice, mais un problème plus large, politique. Donc la conséquence, il faut qu'il y ait des responsabilités politiques. Est-ce que vous appelez une démission, par exemple, de Gérald Darmanin ou une démission des responsables politiques qui sont responsables de Je crois que Gérald Darmanin, lui, s'est justifié en disant qu'il avait fait les orientations en question. Et c'est suffisant pour vous ? Sur la jeunesse. Au moins, il l'a fait. D'autres, peut-être, ne l'ont pas fait avant lui. Hein. Donc, il faudrait regarder ça. Et qui est au sein des magistrats même, un principe de responsabilité qui soit efficient. Mais moi, je regarde toutes les lois qu'on a votées. J'ai été député, donc j'en sais quelque chose. On s'aperçoit que derrière, elles sont appliquées par les magistrats, mais ce sont les politiques qui les ont votées. Si ces lois sont mauvaises, il faut les changer, il faut les refaire. Et donc là, en général, les politiques, eux, votent des lois, mais ne veulent jamais reconnaître qu'ils ont eu tort ou imprécis, et ils ne reviennent jamais sur ce qu'ils ont voté, et on voit le résultat dans un certain nombre de domaines. Sur le périscolaire, sur le scandale du périscolaire, idem, la justice est questionnée. Au-delà de l'affaire qui peut-être a été étouffée par la mairie de Paris, les 2 premiers procès ont terriblement déçu les familles. Les peines requises contre les animateurs scolaires qui s'en sont pris à des enfants sont très en dessous des barèmes et de ce qu'on espérait. Agnès Evren, qui est sénatrice LR, a demandé la mise en place d'une commission parlementaire sur le sujet. Elle a obtenu gain de cause puisque le Sénat va enquêter. Elle l'a dit, la maire de Paris, Anne Hidalgo, et l'ancienne maire et le maire actuel, Emmanuel Grégoire, vont être entendus. Est-ce que les sénateurs RN vont suivre dans cette commission d'enquête parlementaire ? J'espère qu'ils suivront en tout cas ce qui va se dire et qu'ils proposeront un système qui permettra d'être sévère avec ces choses-là. Mais encore une fois, je veux dire, dans l'échelle des peines, peut-être que sur ces sujets-là, il faut avoir, j'allais dire, une hauteur de vue qui soit, j'allais dire, en adéquation avec la gravité des faits. Et donc ne pas mégoter, ne pas donner au juge peut-être la liberté de choisir une peine. Mais vous feriez quoi ? Parce que vous parlez en métaphore. Mais on peut remettre des peines planchées avec ces choses-là. J'allais dire, dès que ça touche un enfant et dès que ça touche ce genre d'abus aux pédophiles, eh bien avoir des sanctions très, très fortes et mettre évidemment hors d'état de nuire tous ces gens-là qui sont dans le parascolaire ou dans le périscolaire et qui sont, j'allais dire, au contact de jeunes, tout simplement. Mais quand on parle des tensions entre la justice, la politique, est-ce que vous avez l'impression que certains juges mènent leur propre politique, finalement, sans passer par la case électorale, mais ont leur vision du monde et l'appliquent avec une forme d'indifférence à l'endroit des consignes données par le politique? Bah oui, ça paraît évident. Et ça, on le vit tous les jours, vous savez. Il y a des faits précis, moi, dans ma ville, où les gens sont arrêtés et ils sont remis en liberté contre l'avis du parquet lui-même. C'est donc qu'il y a des juges qui ont une vision beaucoup plus large, beaucoup plus laxiste, j'allais dire, des faits qu'ils jugent, et là, ça pose le problème de la justice. Mais au même Parce moment, que les citoyens... Quand vous critiquez la justice comme ça, on dit « Waouh, vous critiquez la justice, vous ne respectez pas l'état de droit ». Oui, exactement. Et c'est un problème parce que la justice, c'est un des 3 pouvoirs. Il ne peut être critiqué, il doit être critiqué quand il y a des manquements. Mais c'est vrai, il y a ce travers en France où on dit, d'abord, vous êtes obligé de dire « j'ai confiance à la justice de mon pays ».
Bon, je ne suis pas persuadé qu'aujourd'hui, dans une affaire comme ça, tout le monde puisse le dire. Vous le diriez-vous? Non, je ne le dirai plus. Je vous le dis franchement, je ne le dirai plus. Parce que... Donc, vous diriez que vous n'avez pas confiance Parce en la que justice dans de notre pays? beaucoup de faits que je vois, moi, sur le terrain, on s'aperçoit qu'il y a des décisions qui ne sont pas à la hauteur de ce que les citoyens attendent. Et là, ça pose le problème, effectivement, du rendu de la justice. Mais après, sur la justice elle-même et votre question, c'est vrai que tout de suite, on est mis en accusation en disant « vous êtes contre l'état de droit ». Non, on n'est pas contre l'état de droit, mais on espère que la justice soit équitable et qu'elle soit égalitaire pour tous. Ce qui, à mon avis, aujourd'hui, dans le pays, n'est pas. Y compris sur les casseurs, 890 interpellations, 572 gardes à vue, et finalement 3 personnes qui écopent de peine de prison ferme. Ça vous inspire quoi? Mais pareil, c'est le révélateur de ce que je vous dis, de ce que nous vivons, avec une explication sur ça. Hein. Les prisons sont pleines. Et chaque mois ou chaque semaine, les magistrats reçoivent un état des écrous dans les prisons, et la plupart du temps, les prisons sont pleines. Donc vous dites qu'ils font en fonction de ça? Oui. Ils ont des... Et d'ailleurs, avant l'été, si j'ai bien compris et si j'ai bien lu dans un certain nombre de journaux, les procureurs et les magistrats ont reçu comme consigne d'avoir De qui? une vigilance du ministère, sur les prisons avant l'été. Vous êtes en train de dire que Gérald Darmanin dit aux magistrats de ne pas mettre les gens en prison? Non, et de ne pas les mettre quand c'est des peines légères, et surtout de les vider avant l'été, comme ça a toujours été fait d'ailleurs. Et ça, c'est un vrai sujet. Ouais. Et si vous étiez au pouvoir demain, qu'est-ce que vous feriez pour les prisons? Est-ce que on parle depuis des années de construction de nouvelles prisons, y compris Emmanuel Macron. Hein. Il y a eu plein de plans qui ont été annoncés, et aujourd'hui, on se retrouve avec une surpopulation carcérale énorme. Un, construire des prisons, et 2, renvoyer dans leur pays d'origine les étrangers qui surpeuplent nos prisons. Peut-être que déjà, si on commençait par ça, on libérerait des places supplémentaires. Hein. Voilà. Donc vous parlez là de l'immigration illégale, mais qu'est-ce que vous pensez de Gérald Darmanin qui lui veut un moratoire sur l'immigration légale? Pas seulement, vous avez dans notre pays des détenus européens qui aillent purger leur peine dans les autres pays, dans leur pays d'origine, à l'échelle de l'Europe, puisque manifestement les autres pays européens n'ont pas les mêmes problèmes de surpopulation carcérale que nous avons. Si on a, je sais pas, des Italiens, des Espagnols, des Allemands, des choses comme ça, renvoyons-les purger leur peine dans leur pays d'origine. Ça me paraît être une évidence, mais ce n'est pas fait. On en revient à la question des moyens qu'on évoquait tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des moyens aujourd'hui en France pour mener une politique de justice ambitieuse, pour mener une politique pour le pénitentiaire ambitieuse? Si vous arrivez au pouvoir dans un an, est-ce que vous dégagerez des moyens supplémentaires mais on n'a pas le choix. Et on ira chercher dans les économies que personne ne veut aller chercher, en l'occurrence sur l'immigration, qui est un sujet tabou, sur la fraude sociale. Il n'est plus tabou au niveau européen. Tabou, on en parle à longueur oui, de enfin, journée, c'est pas si tabou, vous me parlez du fameux hub qu'ils viennent de voter, on en reparlera. Parlons-en. Parce que l'exemple italien a prouvé que finalement, il intéresse très peu de sujets et d'immigrés clandestins, pour une raison simple, c'est que la législation européenne est tellement draconienne qu'elle trouve toujours un moyen de les libérer avant qu'ils entrent dans les hubs. Alors ça pose, là, pour le coup, il faut un changement de législation drastique et donner la priorité du droit français sur le droit européen en la matière. Donc vous voulez dire que le règlement retour, c'est pas réglé? Mais non, mais ce sera jamais réglé Parce qu'il y a eu une alliance des droites, y compris du RN, pour faire voter ce règlement. Oui, retour. parce que c'est à minima. Ah oui. Mais ce à minima... Mieux vaut ça que rien, c'est ça que vous exactement, dites. Exactement. Oui. Mais il faut aller beaucoup plus loin, et notamment dans la législation elle-même, pour que les gens qui n'ont rien à faire chez nous soient expulsés, tout simplement. Mathieu Bocoté. Permettez-moi de vous transformer en instant sociologue. Toujours plus de prisons, toujours plus de vidéosurveillance, toujours plus de policiers, demain peut-être la reconnaissance faciale. Est-ce que, je comprends la réponse, mais est-ce que le vrai problème, c'est pas une société qui se désagrège comme possible? C'est-à-dire qu'on cherche à une forme de réponse sécuritaire majeure à une société où la violence devient la norme, où l'agression devient la norme, où les femmes, selon l'heure où elles sortent de chez elles, changent de tenue, ne prendront pas tel transport. Est-ce que le problème de base, c'est pas une société qui est objectivement beaucoup plus violente qu'elle ne l'a jamais été? Oui, mais première priorité de l'État, la sécurité. Donc il faut l'urgence de la sécurité. Donc il faut bien pallier à ces choses-là. Deuxième priorité, remettre les choses à leur place et remettre de l'ordre dans le pays. Et plus nous remettrons de l'ordre dans le pays, et moins nous aurons ces effets pervers et induits de l'insécurité généralisée, et nous retrouverons, j'allais dire, un cercle vertueux
non seulement dans la gestion des affaires courantes, mais dans la vie en société. De douceur de vivre. Vous trouvez que c'est normal que dans un pays comme la France, on ait besoin de voir un policier près de soi pour se sentir en sécurité? C'est pour ça que je vous dis qu'il faut remettre les lois à leur place et un État qui maintient l'ordre républicain sur le terrain, parce qu'en maintenant cet ordre-là, nous retrouverons une qualité de vie que nous avons perdue. Ça, c'est une réalité. Et nous aurons à l'avenir, avec les lois que nous entendons prendre sur la sécurité, eh bien, très certainement moins de voyous à incarcérer, et etc., etc. C'est une diminution, parce que l'insécurité, c'est pas que la police, hein, c'est pas que la justice. Derrière, vous avez tout le problème des assurances et du coût de Alors justement, ça, on n'en parle jamais. Mais je peux vous dire qu'au fur et à mesure que l'insécurité progresse, eh bien, les primes d'assurance elles-mêmes progressent, et c'est systématiquement l'honnête citoyen qui paie pour les voyous et pour le système. Et c'est le cas post-PSG, la finale, les casseurs. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée de Sébastien Lecornu de faire payer les casseurs, quitte à aller chercher dans les allocations familiales en laissant un reste à vivre? Je sais pas, si on faisait payer le Qatar. Le Qatar. Oui, pourquoi on ne ferait pas payer le club, après tout? Mais est-ce que vous croyez qu'il y a une majorité de supporters du PSG dans les casseurs? Non, mais enfin, il y en a. Voilà. Ah oui, mais enfin, on fait quoi? On fait au doigt mouillé, Louis Non, Alliot? pas au doigt mouillé, on en arrête sur le terrain quand même. Les émeutes, c'est la responsabilité. Et comment ça se fait que ça se passe tout qu'avec avec ce club notamment? Pourquoi Lens à la Coupe de France et il n'y a pas eu ce genre de choses? J'entends bien avec vous, mais c'est le Qatar qui est responsable des émeutes de c'est pas le Qatar qui est responsable, mais peut-être que le Qatar, en tout cas le PSG, je ne vais pas dire le Qatar, aurait peut-être son mot à dire dans la pédagogie des clubs de football, mais honnêtement, pour justement. la question, elle n'est pas là. La question, c'est est-ce qu'on prend dans les allocations sociales, oui ou non? Il faut tout faire pour éviter cela. Et évidemment, il faut prendre dans les allocations sociales. Évidemment, il faut responsabiliser les parents. Mais tout ça, ça devrait être fait depuis longtemps. Parce que le ministre de l'Intérieur, M. Nunez, a dit l'autre jour, les gens qui ont cassé, c'est pas du supporter du PSG, c'est des gens qui viennent s'agréger, qui viennent exprès pour casser, qui regardent pas le match. Et vous dites c'est pas ça. Mais M. Nunez, il a quand même un côté très, je pourrais dire, je ne vais pas dire laxiste, mais en tout cas très mesuré. Et on voit qu'au fur et à mesure que les ministres de l'Intérieur sont nommés, vous pouvez tomber sur un ministre de l'Intérieur, on va le dire, comme M. Retailleau, qui parle bien, même s'il n'agit pas, mais enfin, il le dit, il dit les choses, et un M. Nunez qui, lui, ni ne parle, ni ne fait, finalement. Il doit démissionner, Laurent Nunez? Et voilà, je crois que c'est un très bon professionnel, mais qu'il n'est pas à sa place à la tête du ministère de l'Intérieur. Et notre invité sur CNews et sur Europe 1, Louis Alliot, vice-président du Rassemblement national et maire RN de Perpignan. Le 7 juillet, la justice décidera si Marine Le Pen peut concourir à la prochaine présidentielle. La Cour d'appel statuera sur votre sort aussi. D'ailleurs, Louis Alliot, dans quel état d'esprit êtes-vous à un mois, jour pour jour, de cette échéance? Écoutez, quand on ne maîtrise pas la chose, on attend la décision. Je pense qu'on s'est défendu comme il le fallait. Je pense qu'on a dit les choses à la Cour d'appel telles qu'elles se sont passées. Et c'est maintenant à la Cour de juger de la responsabilité ou pas, qui est la nôtre. Mais très honnêtement, pour une affaire d'assistants parlementaires qui ont fait de la politique et qui est partagée, je veux dire, par l'ensemble des partis depuis des décennies et des décennies, je trouve que le jugement qui a frappé Marine Le Pen et qui nous a frappé en première instance est totalement avec l'exécution provisoire, est totalement démesuré par rapport aux faits, tout simplement. Mais je vous reposerai la question dont on parlait juste avant. Par rapport à ce procès, faites-vous confiance à la justice de votre pays? Je ne peux pas vous répondre à ça, je vous le dirai après le 7 juillet. Mais en tout vous cas, ferez confiance à la justice en fonction de la décision du 7 juillet, c'est ce que vous dites? J'espère que la décision du 7 juillet sera beaucoup plus équilibrée, et même qu'elle tiendra compte qu'elle tienne compte des arguments majeurs que nos avocats ont défendus à cette cour d'appel. Et après, on verra bien comment les choses se passent. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir comment ce jugement de première instance a été validé, en quelque sorte. Et là, même les magistrats, en tout cas le parquet à la cour d'appel, ont critiqué l'exécution provisoire, après, par exemple. Votre ligne de défense dans le procès en appel n'était pas du tout la même que celle en première instance, où vous aviez parlé d'un procès politique. Oui. Là, ce n'était pas du tout la même chose. Oui, vous avez changé aussi de discours. Oui, mais les choses évoluent. Ce ne sont pas les mêmes magistrats. Nous sommes en cour d'appel et les choses, j'allais dire, sont beaucoup plus calibrées, j'allais presque vous dire beaucoup plus sérieuses. Il n'en demeure pas moins qu'en première instance, le jugement qui nous a frappés est d'une sévérité qui,
j'allais presque vous dire, est suspecte. Mais vous ne croyez pas qu'une partie des juges aujourd'hui, au-delà de l'orientation idéologique, veulent tout simplement se faire des politiques? C'est-à-dire, à certains égards, c'est un pouvoir nouveau qui s'affirme contre le politique qui est un pouvoir plus ancien. Et de ce point de vue, derrière la très grande rigueur, il y a l'ivresse d'une nouvelle justice un peu militante. Je pense qu'il y a chez les magistrats cette volonté-là. Mais ce n'est pas tous les magistrats. Bien sûr, bien sûr. Et ce ne sont pas toutes les juridictions. Mais manifestement, il y a sur une partie de chez les magistrats-là, on va caricaturer, mais autour du syndicat de la magistrature en particulier, des juges qui ont une vision idéologique des affaires qu'elles traitent, et ça pose là un problème de fond concernant le rendu de la justice. Pour le 7 juillet, si Marine Le Pen est invalidée, vous qui êtes un fidèle de Marine Le Pen, qui avez combattu Jordan Bardella pour la prise de la présidence du RN... Combattu est un grand mot. Mais... Bah, vous étiez son adversaire, si vous préférez. Qu'est-ce qui se passe si elle est invalidée? Si elle est invalidée, Jordan Bardella sera candidat à l'élection présidentielle. Je crois que les choses sont chez nous actées. Le Congrès se tiendra, il désignera le candidat et nous entamerons l'élection présidentielle. Et vous soutiendrez Jordan Bardella? Évidemment, vous savez, moi je me suis présenté à cette élection interne du Rassemblement national parce que je trouvais que sans compétition interne, le président qui allait succéder à Marine Le Pen manquerait de légitimité. Il fallait qu'il ait l'onction militante. Il l'a eu. Je me suis rangé évidemment à la décision des militants et aujourd'hui je l'accompagne, je travaille avec lui sans aucun problème. Entre Marine Le Pen et Jordan Bardella, il y a quand même, semble-t-il, une différence de ligne ou de sensibilité. Elle est plus sociale, plus étatiste, lui plus libéral apparemment. Ça vous pose pas problème? Non, parce que pour marcher, il faut deux jambes. Ouais. Et pour avoir l'équilibre, on marche sur ces deux jambes. Est-ce que vous n'allez pas marcher un peu en On a tous un pied un peu plus long, vous savez. On a l'impression que Voilà. on sait plus trop où ça va. Non, c'est pas vrai. C'est une jambe libérale. Honnêtement, c'est pas vrai. Mais notre électorat, il faut quand même tenir compte aussi des gens qui votent pour nous. On a des préoccupations sociales, et pas seulement au nord, comme je l'entends. Moi, je vis à Perpignan avec une extrême pauvreté, de gens qui ne sont pas d'anciens socialistes, qui sont des gens qui ont voté à droite toute leur vie ou qui votent à droite. Et puis, il y a l'économie. Et là, sur l'économie, les petits commerçants, les artisans, les PME, qui parlent à ces gens-là? On est toujours en train de parler du CAC 40 et des grandes sociétés. Mais moi, je m'intéresse surtout à ceux qui font l'économie locale. Et ceux-là, il faut s'intéresser à leurs charges, il faut s'intéresser à leurs marges, il faut s'intéresser à leur marché, à la concurrence déloyale. Louis Alliot, et tout cela, nous le faisons ensemble. Une entreprise, c'est une entreprise. Vous faites la césure entre les petites entreprises et les grands groupes? Bien sûr, vous ne pouvez pas comparer Total au boucher du coin. Je veux dire, c'est pas pareil, c'est pas les mêmes, je veux dire, les mêmes sujets qui se posent à eux. Il y a un problème aujourd'hui avec le petit commerce, l'artisanat et les marchés locaux qui sont dans une extrême difficulté. Les gens n'arrivent pas à payer leurs charges. Les gens sont en manque de clients, de carnets de commandes. Et face à cela, moi, je n'entends pas un politique, à part au Rassemblement national, qui parle de leur situation. Et en tant que maire de Perpignan, je peux vous dire, notamment au niveau du commerce, moi, j'ai été saisi il y a pas très longtemps par une association de commerçants et même plusieurs. Ils sont dans une situation dramatique. Mais qui répond à cela? Très bien. Le ministre de l'économie? J'entends votre argument, mais que dites-vous au grand capital, comme vous l'appelez, le CAC 40, les grands groupes qui portent la croissance de la France? Vous avez quelque chose à rapprocher à M. Pouyanné, par exemple? Mais je n'ai rien à reprocher à M. Pouyanné, mais moi j'aimerais qu'on s'intéresse à ceux qui... Alors eux portent la croissance, mais qui portent l'emploi en France? Ce n'est pas les grands groupes? C'est les petits en bas. Non, premier employeur. Monsieur, quand même, ils font travailler beaucoup d'entreprises. Premier employeur en France, artisanat, commerçant, TPE. Alors oui, il y a des sous-traitants, oui, c'est vrai. Mais on peut pas. Il y a des grands groupes qui emploient. En France aujourd'hui, selon vous. Qui vous a dit ça? Je ne vous dis pas ça. Je vous dis, moi, qu'il faut s'intéresser aux grands groupes et maintenir les fleurons de l'industrie française à l'échelle internationale. En les surtaxant. Oui, parce que dans le dernier budget, vous les avez surtaxés. Vous avez voté la surtaxation des grands groupes. Non, ce n'est pas vrai. Pour des bénéfices qu'elles font sur la misère d'un certain nombre de gens aujourd'hui. Ça s'appelle surtaxer. Voilà. Oui, mais d'accord, mais pour une situation bien précise, comme ceux qui ont fait des super profits pendant le Covid. Le Covid, s'il n'avait pas été là, ils n'auraient pas fait ces super profits. Ils ont donc profité d'une situation de faiblesse. C'était l'année dernière. Ils ont profité d'une situation de faiblesse momentanée
alors qu'ils n'auraient pas dû. Et là, c'est l'histoire de la guerre et de l'augmentation de l'essence. Vous faites une forme de justice économique en Exactement. prenant aux grands groupes et en redonnant aux petits. Oui, une forme de redistribution, en tout cas de péréquation, en tout cas de... Je croyais que vous n'étiez pas socialiste, monsieur Mais c'est Alliot. pas être socialiste, ça fait moi je suis contre le fait de dire que c'est socialiste. Vous savez, Margaret Thatcher, vous savez ce qu'elle disait. Elle disait le socialisme, le problème du socialisme, c'est quand on a dépensé tout l'argent des autres. Si je revenais un peu dans l'histoire du socialisme, vous aviez aussi des catholiques sociaux qui étaient des patrons et qui avaient comme préoccupation Donc vous êtes un social-démocrate. le bien-être de leurs employés. Et je trouve qu'aujourd'hui, l'actualité est faite de l'actualité des grands groupes, mais qu'on ne va pas souvent voir à l'échelle du terrain les difficultés qu'on rencontre. Chez Total, vous avez 1 million de petits actionnaires. Louis Alliot, justement, les petites entreprises, les petits commerçants, les artisans commerçants, comme on aurait dit autrefois, est-ce que leur premier souci, ce n'est pas l'écrasement réglementaire, les normes? Et ça, de ce point de vue, appelez ça libéral ou non, j'en sais rien, mais est-ce que le soulagement du poids réglementaire des uns et des autres n'est pas la première tâche pour relancer l'activité économique? C'est pour ça que nous avons mandaté d'ailleurs avec Alexandre Loubet, qui est député à l'Assemblée nationale, une mission pour aller rencontrer les organisations patronales et leur demander quelles étaient les normes immédiates à abolir pour permettre de relancer un peu la croissance et la consommation. Et quand nous arriverons, nous ferons une loi pour mettre à plat tout de suite ces choses-là. Mais vous avez d'autres choses aujourd'hui. Vous avez le secteur du bâtiment, de l'immobilier, du logement qui est à plat, parce qu'il y a des normes, notamment liées au ZAN, le zéro artificialisation des sols, les lois SRU, toutes ces choses-là qui empêchent aujourd'hui, tout simplement, les entreprises dans ce secteur d'activité de se développer, d'embaucher et d'avoir des marchés. Et ça, quand nous arriverons aux affaires, là aussi, nous appuierons nous accélérerons leur disparition. Vous étiez au Front National de Jean-Marie Le Pen, très libéral. Avec Marine Le Pen, on peut dire que la ligne est plus sociale. Est-ce que demain, quelle sera la prochaine ligne du RN sur ces questions? La ligne sera la défense de l'intérêt national et de l'économie française. C'est très vaste. Personne ne va vous Trouvez-moi une personne. Vous avez 2 heures pour rendre votre copie. Sous toutes ses formes. Je viens de vous donner une priorité parce que nous la vivons au quotidien. Vous êtes intéressé par les grands groupes, il faut s'y intéresser. Moi, je suis intéressé par ce que je vois immédiatement quand j'ouvre la porte de chez moi. C'est les gens qui vous servent du pain, de la viande et un certain nombre d'autres commerçants et qui aujourd'hui sont dans un état désastreux. Voilà la priorité. Et ça, quand nous arriverons, nous occuperons de ces gens-là. Les grands groupes font travailler aussi des artisans. Monsieur Dupont travaille pour le groupe LVMH qui fait travailler aussi des petits artisans et qui emploie 200 000 personnes rien qu'en France. Donc c'est aussi, il faut composer avec ça. Qui vous dit le contraire? Bon, alors sur la retraite, quelle est la ligne de Louis Alliot? Parce qu'il y a plusieurs lignes, j'ai l'impression aussi. Il n'y a qu'une ligne, elle a été validée en 2022. C'est les 40 annuités ou les 42 annuités en fonction de l'âge d'entrée sur le marché du travail et un départ à proportion de ce que l'on a cotisé pour la suite. C'est-à-dire que si vous commencez votre activité... Quel âge de départ? Si vous commencez à travailler à l'âge de 25 ans, eh bien vous partirez avec 42 annuités à 67 ans. Si vous commencez avant 20 ans, parce qu'avant 20 ans, ça veut dire que vous êtes dans des travaux pénibles, eh bien vous aurez 40 ans de cotisation et vous partirez à 60 ans. Oui. Moi, je n'imagine pas, je suis fils d'artisan, je n'imagine pas aujourd'hui sur des chantiers des gens de 67 ans. Voilà, je ne l'imagine pas. Mais peut-être que certains sont d'accord avec ça. Hein. La suite dans un instant au Grand Rendez-vous, à tout de suite. Dernière partie du Grand Rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos avec Louis Alliot, vice-président du RN, maire RN de Perpignan. On en était au chapitre des retraites. Stéphane Dupont. Oui, vous nous avez rappelé quelle était la position du Rassemblement national, celle de la présidentielle de 2022, des législatives de 2024. Il y a un petit X, c'est que le président de votre parti, Jordan Bardella, il y a quelques jours à la télévision, nous a expliqué que non, pour lui, ça serait plutôt la suppression de l'âge légal, la même proposition que Gabriel Attal, et qu'il fallait introduire une forme de capitalisation. Il n'est pas du tout sur la même ligne que vous, manifestement. Il a évoqué des hypothèses, mais il n'a pas parlé de cela d'une manière rigide. Ce qui est vrai, c'est ce que je viens de vous dire. Plus vous rentrez tard sur le marché du travail, et plus vous partez tard à la retraite. Donc le président de votre parti, il a tort. Donc cet âge-là fluctue en fonction
du marché, de l'entrée sur le marché du travail. Quant à la capitalisation, elle est effective déjà pour un certain nombre de personnes, et notamment pour les fonctionnaires, et même les organismes privés, et ceux qui peuvent se faire une retraite par capitalisation. Parce que je doute qu'aujourd'hui, les employés, les ouvriers, ont un certain nombre de retraites qui ont comme salaire 1004, 1005, puissent se constituer des retraites, même par capitalisation. Donc il vaut mieux quand même que l'État soit garant d'un système de retraite qui permet à ces gens-là, une fois la retraite, de pouvoir vivre. Ce qui n'est pas, à mon avis, avec le système de capitalisation, une assurance vie. Est-ce qu'il faut conserver un âge légal ou pas de départ? Il faut la double entrée. Il faut non seulement la durée de cotisation, mais il faut un âge de départ. Ce qui ne veut pas dire qu'une fois que vous êtes parti, vous ne pouvez pas travailler. Et vous pouvez continuer à travailler. Et à ce moment-là, ce sont d'autres mécanismes qui se mettent en place. Le cumul emploi-retraite que le gouvernement, semble-t-il, a décidé un peu de raboter parce qu'il y a des effets d'aubaine. Oui, mais parce que vous avez beaucoup de gens qui partent aujourd'hui très tôt à la retraite, mais qui continuent à travailler ou qui veulent travailler et qui sont limités par les règles quelquefois rigides qui sont celles du marché français. Et donc sur ça, je pense qu'il faut effectivement évoluer. Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas une forme de deux étapes à travers cela? D'un côté, il faut sauver à court et moyen terme le système présent pour qu'il ne s'effondre pas, mais à moyen terme et long terme, est-ce qu'il n'y a pas la nécessité de maximiser l'espace de liberté, la capitalisation, la possibilité pour les individus de construire eux-mêmes leur propre retraite, de durer plus longtemps sur le marché du travail? Parce que vous êtes un libéral, vous dites ça. Mais et les Nord-Américains, lui. Nord-Américains, Voilà. ou plus largement l'occidental mainstream. Je vous dis que ça arrive, ça petit à petit. En tout cas, pour cette catégorie, c'est le cas. Mais est-ce que ce n'est pas inévitable, surtout? Non, parce que pourquoi le système de retraite est en faillite? Parce qu'il n'y a pas assez de gens qui cotisent aujourd'hui. Allons créer les conditions de la croissance et de l'emploi. Plus vous aurez des gens sur le marché du travail, plus vous aurez de la croissance, et moins il y aura de pression sur le système des retraites. À ce compte-là, dans votre système, ça exige une natalité significative, ou alors la réponse des immigrationnistes, c'est faire venir de l'extérieur des gens qui paieront les retraites. C'est pour ça que nous nous prononçons, nous, sur des mesures qui favorisent la natalité, et pas sur l'importation d'immigration, qui pèseront à coup sûr à la fois sur le marché du travail, mais aussi sur les comptes de la nation. Mais vous ne croyez pas plus simple à moyen terme de réformer le système de retraite que de pousser les gens à faire des bébés pour sauver les retraites? Non, parce que les politiques natalistes fonctionnent comme ci, comme ça en général. Oui, mais là, on tient compte finalement de la pénurie des choses. Si on se satisfait d'un marché du travail à tonnes et de gens qui travaillent de moins en moins avec peu de croissance, eh bien à ce moment-là, oui, le système va diminuer et il sera même plus finançable et on arrivera à des dérives. Mais si on s'occupe de l'économie, qu'on crée les conditions de la croissance et de l'emploi, à ce moment-là, le système des retraites par répartition à la française, redeviendra un système équilibré et plutôt vertueux. Donc pas de capitalisation. Mais un petit peu, mais ça existe déjà. Je ne vais pas vous dire pas, ça existe. Ça existe déjà. si on souhaite le faire. Dans la fonction publique. Mais ça s'appelle la liberté de le faire. C'est ça. Voilà. Vous disiez que la réforme des retraites que vous proposez, vous reconnaissez qu'elle va coûter de l'argent. Au moment de la dernière campagne présidentielle, on parlait de 10 milliards, ou plus de 10 milliards. 10 milliards à peu près. Oui. La première année, non. La première année, 1,5 milliard, et ça monte crescendo jusqu'à 10 milliards. De la natalité, ça risque de coûter beaucoup plus cher. Où est-ce que vous allez trouver l'argent pour financer cette réforme? On ne peut pas continuer à avoir comme réponse où allez-vous trouver l'argent. On vous pose quand même la question. L'État est en faillite et vous nous proposez 10 milliards de plus. Mais l'État est en faillite parce qu'il ne veut pas aller chercher l'argent là où il est. Quand on vous dit que l'immigration coûte 40 milliards, on nous dit non, c'est pas possible. Eh bien, on verra quand nous serons aux enfers si on n'ira pas chercher de l'argent dans l'immigration. Va tout régler? Non, pas tout. On ira sur la fraude sociale et le développement et le développement de l'économie fera que précisément par les rentrées fiscales, on se désendettera et on aura le système qui redeviendra petit à petit équilibré. Mais si c'est sûr, on regarde les choses assis sur sa chaise en disant mais où allez-vous trouver l'argent systématiquement? Mais ce sera une bonne question effectivement. Mais dans un système, j'allais dire, dynamique, où on entreprend d'aller chercher l'argent là où il est, et notamment dans les dépenses qui sont celles que nous ne devrions pas avoir, nous y arriverons. Voilà. Moi, je suis plutôt optimiste sur notre capacité, à l'échelle de l'État, à aller chercher l'argent là où il est.
Oui, sur les agences, sur les... Mais oui, tout ça fait partie, Parce évidemment. que vous ne trouverez pas que l'argent de l'immigration, ça ne suffira pas pour combler les Non, mais déficits. Je rappelle, 3 500 milliards de dettes. Je pointe, On est à 78 milliards chaque année de remboursement de la dette et ça va augmenter. je pointe. Et les dépenses sociales, monsieur Alliot, parce Je que le gros, c'est pointe. quand même... On est 1000 le gros de la milliards de dépense dépenses publique, sociales sur les le 1700 de gros dépenses de la publiques. dépense publique, c'est la dépense sociale, Je c'est plus de la moitié. pointe sciemment l'immigration parce qu'il est en France, pour les autres partis politiques, un sujet tabou. Et sur les prestations sociales, eh bien déjà, réservons-les aux Français. Voilà. Préférence nationale. C'est une préférence nationale, évidemment. Il n'y a pas d'économie à faire sur les dépenses d'assurance maladie, sur les dépenses de retraite. Évidemment qu'il faut aller chercher partout. Mais vous croyez que c'est dans le déremboursement des médicaments que vous allez trouver les moyens de refinancer le reste? Parce que si c'est ça, je peux vous dire, on risque d'avoir des surprises. Parce qu'aujourd'hui, déjà, nos compatriotes ne peuvent plus se soigner ou sont en très grande difficulté pour se soigner, que ce soit à l'hôpital ou par la médecine libérale. Alors si en plus on leur demande de payer plus par les cotisations et d'être moins remboursés, je pense que ça n'ira pas Est-ce très qu'il faut loin. travailler plus? Les Français travaillent 1664 heures par an, c'est loin des 1800 heures travaillées en Allemagne. Bruno Retailleau veut remettre les Français au travail. Oui, enfin, il n'a pas été capable déjà de maintenir l'ordre en France. Il ne remettra rien au travail, j'en suis persuadé. Il y a des gens qui parlent et il y a des gens qui font. Les Français travaillent. Alors, travaillent-ils moins que les autres? Ça, c'est les statistiques que l'on donne systématiquement. Moi, je vois surtout des gens qui travaillent, dont le salaire, malheureusement, n'est pas assez élevé, qui n'arrivent pas à vivre. Ça, il le dit aussi. Peut-être que le jour où les salaires seront plus confortables, les gens auront plus de facilité Et moins de d'aide sociale volonté sur le de chômage. travailler. Donc Est-ce vous qu'on appelez aide les trop? Est-ce qu'on entreprises à aide trop? augmenter les salaires Monsieur aujourd'hui. Dupont, pardonnez-moi. Est-ce Ça que dépend si vous baissez leurs charges ou si vous les aidez à augmenter les salaires, ce qui avait été notre projet en 2022. on est à 8% de chômage? On est à 8% de chômage. Certaines personnes se disent, en fait, ça vaut pas le coup que j'aille chercher un travail. 8% officiel, Oui. parce qu'on a modifié les J'entends bien. critères. Oui, d'accord, mais c'est important. 8% officiel. Certaines personnes se disent, si je travaille un petit peu au moins, ça couvrira pas l'allocation que j'ai. Est-ce que vous voulez agir sur les allocations chômage? Est-ce qu'il faut les baisser? Est-ce qu'il faut réduire les délais, par C'est exemple? même pas les allocations chômage. Certains, parce qu'ils vont travailler, perdent d'autres allocations qu'ils ont. C'est-à-dire ils préfèrent rester sans travailler parce qu'ils bénéficient de tout un aéropage d'aide C'est sociale exactement ce que je vous dis. plutôt que d'aller travailler. Mais il n'y a pas que l'allocation chômage. Il y a tout le reste. Oui, les aides, Voilà. si vous Et préférez. sur ça, effectivement, il faudra, j'allais dire, discerner les choses en fonction des situations. Mais il y a très certainement... Il faudra vous parler au futur. Ça, vous ne l'avez pas encore fait. Le gouvernement a voulu baisser... Écoutez, comme le excusez-moi, je ne suis pas aux affaires et nous ne sommes pas aux affaires. Non, Le mais jour vous avez un programme présidentiel pour Exactement. 2027, j'ose espérer. Le jour où nous y serons, ces mesures-là font partie du catalogue que nous avons mis en place pour aller chercher de l'argent là où il est, et notamment sur la fraude sociale, Oui, mais- sur des aides qui sont octroyées alors qu'elles ne devraient pas l'être. Et ça s'appelle... Vous avez voté contre, monsieur. Et ça Alliot, quand s'appelle le la gouvernement- préférence nationale. Quand le gouvernement a réduit les conditions d'indemnisation du chômage, vous avez voté contre. Mais non, mais c'est trop caricatural, Ah bah si, ça. vous avez- Et est-ce que ça a réglé le problème, le fait d'avoir voté cette loi? Non, non, les comptes sont toujours dans le rouge. Et même aujourd'hui, ils sont hors contrôle. Non, mais- Donc, Les plus on vote... comptes de l'assurance chômage. Non, les comptes de la nation. Et plus on vote des lois, et plus on dérembourse, Donc vous et êtes- on s'attaque toujours au même, et plus les comptes sont dans le rouge. Il faudra peut-être qu'un jour, on s'intéresse Allez. de savoir Mais est-ce qu'il y a Mathieu pourquoi. Bocoté. Est-ce qu'il n'y a pas une dimension structurelle, surtout une forme de lien entre socialisme et immigrationnisme? C'est-à-dire, globalement, il y a un État social auquel tous ont accès, il y a un effet de pompe aspirante. Vous regardez le logement social, c'est pas exactement les Français qui en profitent pour l'essentiel, les prestations qui se multiplient. Donc, dès lors, est-ce qu'on ne sous-estime pas structurellement Le système de santé. poids de bien sûr, le système de poids de santé. l'immigration dans les dépenses sociales, dans les dépenses de sécurité, dans totalement... Est-ce qu'on ne sous-estime pas ce facteur-là qui oriente l'ensemble Mais de la c'est pour société? ça que je le mets en haut de la pile, parce que le jour où on aura démontré qu'en matière de logement, de prestations sociales, de santé, d'éducation, l'immigration est un poids très important pour les comptes de la nation, eh bien vous verrez que l'opinion... Le Français paye, on prend son impôt, ensuite on finance le logement social qui va profiter à celui qui vient d'arriver. C'est évident. C'est de logique De folle. toute façon, c'est simple. 15% des gens qui viennent sur notre territoire occupent un emploi. Donc pour ces 15%, ils cotisent, ça pose pas de problème. Mais pour tous les autres, qui paient le fait qu'ils soient chez nous, qu'ils se soignent, qu'on éduque leurs enfants, qu'ils se logent, etc., eh bien, c'est ceux qui travaillent. C'est ça. Louis le Alliot, problème. une dernière question. Le pape Léon XIV donne une messe aujourd'hui à Madrid. Plus d'1 million de personnes sont dans les rues de Madrid pour assister à la venue du pape, alors que le pape est menacé par l'État islamique. Oui. Ça vous inspire quoi?
Ça veut dire que l'État islamique n'a pas désarmé et qu'il est capable, en tout cas aujourd'hui, de parler, mais quelquefois d'agir. Et on le voit dans un certain nombre de pays, que j'espère que le pape, mais je sais qu'il l'est, est ultra protégé. Et que, est-ce que ça veut dire que c'est une forme de guerre de religion moderne ? Vous savez, l'État islamique, oui, vise à imposer le califat partout, et y compris en Europe. Ils ne sont pas les seuls d'ailleurs, hein. Les frères musulmans aussi. Mais eux, il y a une dimension violente et revendicative qui, malheureusement, peut créer quelquefois, fait des attentats et des morts. Donc il faut faire attention, pas prendre ça à la légère. Merci beaucoup Louis Alliot d'avoir été l'invité du Grand Rendez-vous ce dimanche. Très bonne journée sur nos deux antennes.